Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Aymeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai le bonheur d'être en compagnie d'une femme hors du commun qu'on ne présente plus dans l'univers du podcast, Caroline Mignot. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il faut savoir que c'est la fondatrice et l'hôte du podcast Marketing Square, numéro 1 dans sa catégorie, que c'est également la CEO de Richmaker, une entreprise spécialisée dans le co-marketing, qu'elle est en parallèle devenue la nouvelle CMO de Refer, une entreprise qui va révolutionner notre manière de réseauter, mais Caroline, c'est surtout la queen de LinkedIn. Franchement, je ne veux pas être dithyrambique à son propos dans cette introduction, mais pour tous ceux qui la suivent sur les réseaux, je ne pense pas mentir en disant que Caroline, c'est un peu la grande sœur de beaucoup de monde. Toujours dans la bienveillance, l'écoute et le bon conseil. Vous allez l'entendre d'ici quelques minutes, c'est une femme optimiste, qui aime la vie et qui ne fait pas semblant, en mettant l'éthique au cœur. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de son état d'esprit au quotidien, de son amour pour les États-Unis, mais également des épreuves qu'elle a su traverser lorsqu'elle est revenue en France. Alors, je vous souhaite de prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai prêt de l'enregistrer, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline, merci beaucoup de m'accueillir en visio ce dimanche après-midi où il fait presque beau dehors. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. J'ai beaucoup de questions à te poser, plein de choses à aborder avec toi et j'espère que c'est très sympa. Je suis hyper contente, Aymeric, bravo pour ton podcast. En plus, je suis très impressionnée par ton setup. On est là tous les deux entre travailleurs du dimanche et pourtant, tu es équipé d'un double micro. Donc voilà, je me fais toute petite pendant cet épisode. J'ai l'impression qu'on va passer sur TF1 là tous les deux. Et hyper contente du coup de passer dans ton podcast et de répondre à tes questions. Ma première question, Caroline, concerne ton métier. Parce que comme pour toi avec ton podcast, je sais que ta maman elle écoute tous tes épisodes, la mienne c'est un peu pareil, mais je ne savais pas lui expliquer concrètement ce qu'était une grosse marketeuse. Est-ce que tu peux lui expliquer à elle, aux auditeurs ? Ouais. Alors, je te rassure déjà, ma mère, elle a toujours pas compris ce que je faisais. Elle dit que je suis community manager à ses copines ou que je fais des posts sur LinkedIn. Donc, on est bien loin de la réalité de mon métier. Un gros marketeur, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui fait du marketing extrêmement orienté performance. Et en fait, l'idée, c'est du marketing, mais qui a l'obsession de la rentabilité. Donc, en fait, on va non seulement chercher à atteindre des objectifs marketing normaux. Donc ça, c'est le marketing traditionnel. Mais derrière, en fait, à chaque fois qu'on arrive à automatiser un process, qu'on arrive à frugaliser une ressource, eh ben, on appuie très fort sur le champignon. Donc l'idée du growth marketing, c'est que c'est un marketing très orienté sur le ROI, la rentabilité, et qui a extrêmement le souci de la performance. C'est pour ça aussi que parfois il a mauvaise réputation, parce qu'il y a des abus dans le growth marketing, de gens qui veulent faire énormément de volume d'un coup, avec des grosses automatisations, et qui s'y prennent comme des bourrins, et du coup ça donne des trucs pas beaux et pas propres. Mais ça, voilà, c'est toujours pareil, comme 10% de chaque métier, c'est ceux qui le font mal qu'on retient, mais le vrai beau growth marketing, il ne se voit pas, et c'est des équipes qui surperforment grâce à la collaboration, grâce à des campagnes de prospection qui sont intelligentes et moins intrusives, grâce à une super acquisition sur les réseaux sociaux en apportant vraiment de la valeur avec du beau contenu. Voilà tout ce qu'est le growth marketing en 2022. C'est hyper clair, hyper complet. Et maintenant, j'aimerais si tu me le permets, qu'on commence par la base, ta scolarité. Je te vois vraiment comme une élève modèle. Est-ce que c'était le cas ? T'étais quel genre d'élève, toi ? Écoute, je choisissais mes matières. J'aimais pas du tout les matières scientifiques. Tout ce qui était abstrait, par exemple la physique-chimie, je n'ai jamais compris. Donc j'étais très mauvaise. On va pas dire que j'étais un cancre, mais j'étais dans la partie basse de la classe. Et par contre, j'étais ultra motivée dans toutes les matières littéraires et extrêmement faillotte. Toujours au premier rang. Alors j'avais plein de copines, donc j'ai jamais été la première de la classe pain bêche. Mais par contre, moi j'ai toujours adoré apprendre. Énorme soif dans toutes les matières littéraires et j'adorais aussi mes profs. Enfin, tu vois, moi, certains de mes profs, c'était un peu mes idoles. Donc, faillotte un peu dans ce sens-là. J'ai toujours, je pense, eu le goût d'avoir des mentors, tout simplement. Et c'est d'ailleurs un truc que j'ai répliqué plus tard dans ma vie. Et toi, tu as fait des études de marketing et communication. Il y a une chose qui a retenu mon attention quand j'ai préparé cet entretien.
c'est que tu as commencé chez Buzzman en 2011. Ta première expérience dans le community management. À ce moment-là, ça fait maintenant 11 ans, c'était pas du tout développé, c'était méconnu. Est-ce que tu te rappelles de cette époque? Est-ce que tu pensais que ça allait prendre cette ampleur qu'il y a aujourd'hui? Tu parles des réseaux sociaux ou tu parles de Buzzman? Les réseaux sociaux et Buzzman dans un même temps. Alors, effectivement, c'était le début du métier de community manager et je m'en souviens encore. Alors là, j'ai l'impression d'avoir 120 ans, mais à l'époque, on comptait les likes et les commentaires à la main. Il n'y avait pas d'outils statistiques. C'était le début des pages Facebook. Et en fait, mon métier de community manager, c'était un fichier Excel. Et sur ce fichier Excel, en fait, on faisait des tableaux et on comptait les commentaires à la main. Et moi, je m'occupais de très grosses pages, la page Axe et la page SFR. Donc, imaginez en fait à quel point en fait le community management à l'époque, c'était très peu de création. C'était surtout beaucoup d'analyse et ça demandait d'être très méticuleux. Donc, c'est marrant parce que maintenant, c'est radicalement l'inverse. Mais à l'époque, c'était vraiment c'était un métier de fourmi. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais étudiante à la fac. J'étais à l'université et en gros, on n'était pas du tout poussé à faire des stages. Et en fait, moi, j'étais complètement passionnée de publicité. Et j'ai harcelé sur Twitter le social media manager de Buzzman parce que Buzzman, à cette époque-là, c'était l'agence dans laquelle tout le monde rêvait de bosser. Et je m'étais dit, en fait, je veux aller là et je vais y arriver. Et pendant 6 mois sur Twitter, j'ai collé le social media manager de Buzzman. Et en fait, au moment où ils ont ouvert un stage, c'est moi qui l'ai eu. Et franchement, il m'a dit, t'étais le moins bon profil, dans le sens où tous les autres avaient fait des écoles de commerce. Moi, j'étais, honnêtement, quand tu viens de la fac, j'étais en littérature pour devenir prof de français. Franchement, j'étais complètement pas opérationnelle par rapport aux autres profils. Mais il m'a dit, en fait, ça m'aurait fait culpabiliser de pas te le donner tellement tu t'es donné. Et ça, c'est un truc dans ma vie, tu vois, que j'ai toujours eu, c'est que j'ai jamais été la meilleure. Mais par contre, j'ai tellement toujours tout donné, montré ma volonté et genre valoriser tout ce qui est courbe d'apprentissage sur justement ton capital naturel, le talent, tout ça. Le travail versus le talent, moi, le travail a toujours payé et ça a été du coup la clé chez Buzzman et ce qui a fait aussi que j'ai passé un stage de 6 mois qui a été extrêmement réussi et qui m'a fait arriver après à un poste en alternance que j'ai adoré aussi. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Ça fait réfléchir parce qu'après, tu as quand même enchaîné tes expériences en France et tu es parti aux USA. D'abord pour un stage aussi où tu es resté 8 ans. Pourquoi New York? C'était un rêve de gosse pour toi et pourquoi tu as fait le choix d'y rester? C'est trop drôle ce que tu dis. C'était un cauchemar pour moi de partir à New York. J'y suis allée à reculons. Ah ouais? En gros, ce qui s'est passé, pour être sincère avec toi, moi, je détestais l'image de l'Amérique telle qu'on peut l'imaginer, en fait, vue de l'extérieur, surtout quand quand je suis partie, j'avais 20 ans. En fait, pour moi, les Américains, c'était un modèle que je refusais complètement. J'aimais pas du tout ce côté ghettoisé, ce côté, tu vois, il y a les riches, il y a les pauvres. Pour moi, c'était une des cultures les plus clivantes, les plus injustes. Et en fait, je voulais pas du tout y aller. Le problème, c'est que j'étais mauvaise en anglais parce que quand j'étais étudiante, tous les soirs, je bossais à l'Opéra de Paris. Et en fait, les cours de langue étaient le soir. Et du coup, si tu veux, j'ai pas eu de cours d'anglais pendant mes 3 premières années de licence. Et quand je me suis retrouvée sur les bancs du CELSA et que j'ai vu le niveau des autres en anglais, je me suis rendu compte qu'en fait, 3 ans sans parler anglais à cet âge-là, ça fait pas de cadeau. Et du coup, il fallait absolument que j'aille à l'international. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'était New York. Et du coup, c'était pas un stage, c'était un job. C'était un job de 2 ans que j'ai compressé en 6 mois parce que j'avais vraiment pas envie d'y rester. Okay. Donc voilà, pour te raconter comment je suis partie, c'était à reculons et j'ai compressé du coup un CDD de 2 ans. Ça n'existe pas les CDD aux États-Unis, c'est des visas, mais on devait me faire un visa de 2 ans et j'ai dit non 6 mois et puis comme ça je rentre et très peu pour moi, merci, au revoir. Et donc t'es quand même restée? Je suis tombée amoureuse de la ville de New York, qui pour moi, j'insiste là-dessus, est très loin de ce qu'on met justement derrière l'image de l'Amérique et même ce qu'est l'Amérique. La ville de New York, c'est une espèce de petite bulle où il y a énormément de diversité, énormément d'inclusion, où les gens sont très solidaires. Les Américains, ils ont une culture qui est ultra positive, une positivité contagieuse. Ça te donne l'écro, ça te donne l'énergie de soulever des montagnes. Moi, je suis tombée amoureuse de la ville de New York. Je le suis encore aujourd'hui. Je suis pas partie de mon plein gré, comme on dit. Je suis partie à l'insu de mon plein gré, et je rêve encore d'y retourner parce que cette ville m'a piqué. Justement, à contrario, qu'est-ce qui t'a fait rentrer en France en 2019-2020? Je lançais une marque qui s'appelait Emma et Chloé aux US et ça se passait hyper bien, jusqu'à ce que je me fasse débaucher
par un partenaire avec lequel on avait déjà travaillé, qui m'offre un package de malade. Le truc dont tu rêves quand tu as 28 ans, le fameux package expat avec une green card, avec un boulot à la carte, le CEO incroyablement gentil, très sympa, une marque que j'adore, la marque Saint-James, pour ceux qui connaissent, c'est des marinières made in France, très belle marque, tout ça. Et en fait, là, mon sang ne fait qu'un tour, quoi. J'accepte et je rentre en France faire mon visa. Et en fait, les investisseurs ont changé d'avis après que j'ai signé. Donc, c'est assez particulier. Mais en fait, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de coupable, tu vois. Le CEO était extrêmement désolé. Voilà, ils ont décidé d'annuler l'ouverture de poste. Donc, je me suis retrouvée, imagine, la traversée du désert parce que moi, du coup, j'avais quitté mon taf chez Emma et Chloé en formant la personne qui me remplaçait, qui était super. Donc, plus de place pour moi là-bas. Et puis, en fait, je me retrouve en France avec que mes yeux pour pleurer et une des plus belles opportunités de ma vie qui s'est crashée. Et l'histoire d'un coup de fil. Un lundi après, on m'appelle et on me dit vraiment désolé, c'est très gênant de vous dire ça, mais finalement, on arrête tout. On arrête les procédures de visa et on va pas pouvoir ouvrir le poste pour vous. Et moi, j'avais déjà commencé à bosser. On avait fait le BP ensemble avec le CEO. Donc, clairement, imagine le truc, Aymeric, ça m'a cassé en deux. Grosse déception. Mais surtout qu'à ce moment, il y a le Covid qui arrive. 7 mois plus tard, mais ouais, pas loin après, ouais. Juste au moment où je commence à me relever, en fait. Parce qu'après, je trouve un taf. Je prends le premier taf que je trouve parce qu'en fait, à ce moment-là, le problème, c'est que moi, j'avais pas de boulot. Et du coup, je pouvais pas retourner aux US sans boulot. Donc, à ce moment-là, je fais rapatrier tous mes cartons. Et je me dis, tant que je suis en France, moi, j'avais mis des sous de côté. Et je me suis dit, tant que je suis en France, je vais prendre un CDI. Comme ça, je vais acheter un appart. Voilà, tu vois l'étape un peu cruciale des 29 ans. Tu te dis, bon, ça va faire plaisir à ma mère, je vais acheter un appart. Ma mère, ma plus fidèle auditrice, tu le sais, et mon premier investisseur. Et du coup, je me dis, bon, je vais prendre un CDI, je vais rentrer dans le système, je vais avoir une assurance maladie, je vais avoir des congés payés, parce qu'aux US, c'est 10 jours par an. Hein. Moi, j'avais pas connu les grandes vacances, tu vois. Je me suis dit, allez, maintenant que je suis en France, je vais sécher mes larmes et je vais essayer de voir si je peux pas rester un an ici, tu vois. Et du coup, j'ai pris un CDI. Et en fait, au moment où j'ai commencé mon CDI en décembre, et il y a eu le Covid, à partir de janvier, février, quoi. Ouais, puis en mars, on était confinés. Donc là, t'arrêtes tout. T'arrêtes, tu quittes et tu te lances dans un nouveau challenge, ta propre société de co-marketing Richmaker. Alors là, je vais avoir une centaine de questions pour toi. Hein. Ah, trop cool. Ça a été un peu plus folklore. En fait, j'ai pas quitté. Je suis restée 1 an en poste. J'étais directrice marketing dans une start-up du groupe Géodis, dans le transport routier, la supply chain et la data intelligence. Donc, très, très rigolo. Rien à voir avec le monde des bijoux. Imagine l'accueil qu'on m'a fait. C'était vraiment, mais elle sort d'où celle-là, des bijoux au transport routier. Et pour le coup, j'ai pris le premier poste pas que j'ai trouvé, mais qui m'a fait battre le cœur. Et en fait, j'ai rencontré une personne formidable qui m'a recrutée sur ce poste. Et le fait d'avoir un feeling pareil, quelqu'un qui me redonne ma chance dans un moment où j'avais plus de confiance en moi, où on m'avait cassé, je signe ce poste, mais qui était vraiment, si tu veux, moi, la communication, c'est aux antipodes de mon métier. Vous vous souvenez, je vous ai dit, grosse marketing, c'est très orienté performance, tout ce qu'on fait, c'est traquable. Et là, je me retrouve en communication avec des actions que je peux pas traquer, où on me donne pas vraiment d'objectifs. Pour moi, la communication, c'est aux antipodes de ce qui me fait vibrer dans mon métier. Et du coup, je devais organiser des salons, des choses comme ça. Donc, c'était très sympa. J'ai appris des choses, mais j'étais en souffrance parce que je bossais dans mon coin, je faisais pas ce que j'aimais vraiment faire. Et en fait, à ce moment-là, je crée un partenariat. Le seul échappatoire, Aymeric, que j'ai eu dans ce poste de directrice com pour aller faire baisser les taux d'acquisition, générer de la croissance, travailler avec d'autres départements, créer de l'émulation, faire en sorte que mon contenu, il engage davantage. Et en fait, c'est un partenariat où on a créé du coup un baromètre du transport routier avec un très grand cabinet de conseil. Et en fait, ça a hyper bien marché. Et mon boss m'a dit, très bien, fais-le, ça marche bien. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un truc à craquer avec le partenariat. Et du coup, on est en avril. Je me rends compte que le partenariat, personne ne sait très bien en faire et qu'à chaque fois, c'est la botte secrète. C'est toujours le truc en termes de retour sur investissement. À chaque fois que je sortais un partenariat, les gens, ils étaient waouh.
Donc, je me suis dit, ce truc-là, il faut que je le mette à disposition de tout le monde. Et je commence à bosser, du coup, de mars à août. Je commence à travailler, mais dans mon coin, j'en parle à personne. Je commence à travailler sur un projet Richmaker. En juin, je fais une annonce sur LinkedIn. Je dis, je cherche un associé. En juillet, je trouve mon associé. On dépose la boîte. Et en septembre, je pose ma démission. Donc, en fait, ça faisait pile un an. Au bout d'un an de retour en France et un an de CDI, du coup, enfin, un an et 3 mois de retour en France et un an de CDI. À ce moment-là, du coup, je me lance à temps plein sur Richmaker, mais tu vois, c'était en novembre, c'était en novembre 2021. Ouais, t'aimes le risque. Mais concrètement, est-ce que dans ta famille, vous êtes des entrepreneurs pour que tu aies cette envie soudaine de création? Alors, pas du tout. Ma maman est directrice de crèche et D'accord. mon père est photojournaliste. Il travaillait pour les ministères. Pas du tout une nature entrepreneuriale dans ma famille. On est plutôt des besogneux. Mais j'ai envie de te dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais pour le coup, c'est un truc où mes parents, ils m'ont toujours vachement soutenue. Ça leur a fait hyper peur, honnêtement. C'est pour ça que j'ai mis 1 an à quitter mon poste. Au moment où je quitte mon poste, souvenez-vous, je vous ai dit, je voulais un CDI pour acheter un appart. Donc en fait, quand on est parent, ça veut dire que le moment où déjà pour une fois dans ma vie j'ai un CDI, ça m'était jamais arrivé, ça n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est des contrats à la demande. Donc en fait, tu peux être viré du jour au lendemain et tu as 15 jours pour repartir dans ton pays. Donc ouais, c'est hyper violent. Donc là, c'est la première fois que j'avais un peu une stabilité. J'avais un emploi très confortable, super équipe. Mes parents étaient très contents, sauf que le moment où je leur dis, au moment où je contracte un prêt immobilier sur 25 ans en plein Covid, je lâche tout pour lancer une boîte qui n'est pas encore rentable. Effectivement, voilà, ça n'a pas pour eux. Ils m'ont pas dit vas-y fonce, mais par contre ils m'ont dit on t'aime quand même et on est là en cas de pépin. Ouais, c'est bien de se sentir soutenu. Mais justement, le co-marketing, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Parce que j'ai vu une de tes phrases, c'est un modèle marketing malin, frugal et humain. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus que ça? En fait, je vais réduire plutôt le scope parce que ça, c'est vraiment la vision. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, la façon dont on fait du marketing, on se fend le doigt dans l'œil. On est obsédé par la compétition. Les gens font des benchmarks, les gens vont regarder ce que font les concurrents. Et en fait, on devrait être obsédé par la collaboration. Parce que autant la compétition va nous donner quelques billes sur ce qui marche sur notre marché, mais en fait, le moment où on fait la même chose que les concurrents, c'est déjà trop tard. Et en fait, on ne travaille pas à sa propre offre. En fait, c'est plutôt colle tes clients au lieu de coller tes concurrents, et puis surtout, créer un écosystème de partenaires. Plus tu vas coller tes clients, plus tu vas avoir l'obsession de tes clients, plus tu vas regarder ton client, il fait quoi pendant la journée? Avec qui est-ce qu'il interagit? Donc, tu vois, nous, on est des podcasteurs. Où est-ce qu'il va quand ils ne sont pas sur notre podcast? Où est-ce qu'il va, notre auditeur, quand il n'est pas sur notre podcast? Est-ce qu'il va regarder BFM Télé? Est-ce qu'il va ouvrir Stratégie Magazine? Est-ce qu'il va suivre 2-3 autres podcasteurs? Mais ça, pour nous, Aymeric, c'est des partenaires. Ça veut dire que si demain, tu vas montrer ta tête chez telle ou telle personne qui a un client à toi, il y en a potentiellement 1000. Donc moi, il y a 2 trucs pour moi aujourd'hui qui sont aberrants. C'est on regarde nos concurrents alors qu'on devrait regarder nos partenaires pour faire des collabs et scaler, atteindre l'hypercroissance très vite. Et 2, on est obsédé par la prospection commerciale. On dépense beaucoup d'argent pour aller chercher un client, alors qu'aujourd'hui, moi, la plateforme que je monte, pour 39 € par mois, tu peux aller taper des partenaires. Et des partenaires, ça va te faire atteindre 1000 clients d'un coup. Donc voilà, moi, l'idée de Richmaker, c'est en fait, aujourd'hui, en France, pour moi, on ne fait pas du marketing comme on devrait le faire. Et ça, c'est mature aux US. Aux US, tu as 3 leviers de vente. Marketing, vente, partenariat. En France, le marketing existe. La vente existe. D'ailleurs, les 2 départements travaillent assez mal ensemble. C'est aussi un autre problème. Et les partenariats, on va même pas en parler. À part des startups américaines, justement, ou des startups de l'écosystème, les startups qui marchent ont des partnership managers. Mais sinon, c'est une hérésie, quoi. C'est hyper intéressant et actionnable ce que tu viens de dire. Hein. Faut y aller, faut collaborer. Et à titre personnel, je crois vraiment pas, à part si on est Amazon ou Netflix ou un GAFAM, à la concurrence. Je crois qu'on a assez à faire soi-même et qu'il y en a pour tout le monde. Donc pour moi, la concurrence n'est pas un vrai concept à notre échelle. Et donc la collaboration, c'est le meilleur pilier. Il n'y a pas photo. Surtout, et moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était que de la collab, et tu vois à quel point ça marche. Podcast, au bout de 3 mois, coup de cœur Apple Business, croissance exponentielle, je passe à 60 000 écoutes en 3 mois de lancement. Enfin, il y a je veux dire, et ça, ce n'est que
de la collaboration. C'est du gross marketing, mais moi, ma spécialisation en gross, en acquisition, c'est je vais chercher de la croissance via du partenariat. Donc, en fait, aujourd'hui, Richmaker, c'est pareil. Par exemplarité, on fait 0 pub. On est allé chercher 2000 utilisateurs avec 0 investissement publicitaire. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne, mais il y a encore des croyances limitantes. Et en France, le marché, il va prendre du temps. Ça va faire son chemin avant que les gens se disent « Ah oui, c'est plus qu'un truc sympa qu'on noue à la machine à café et qui marche un peu au hasard. » C'est si aujourd'hui tu ramènes de l'intelligence marketing dans le partenariat, ça marche. Si tu continues à faire ça un peu par hasard, ça marchera un peu par hasard, un coup sur 1000. C'est hyper intéressant. On va revenir après au podcast justement et de ton coup de cœur Apple Podcast. Juste avant, il y a un épisode de ta vie qui est Clubhouse, qui t'a un peu occupé, qui t'a pas mal occupé, où tu es devenue une des plus grandes speakers de la francophonie. Numéro 1 sur le marketing, si je ne dis pas de bêtises. Comment ça s'est fait? Comment tu t'es retrouvée là? Écoute, via LinkedIn. Via LinkedIn, ma seconde maison. LinkedIn, mon métaverse, clairement. En fait, sur LinkedIn, je vois un post. Je suis souvent hyper curieuse. J'adore les nouveautés. Je pense que c'est pour ça que je suis rentrée dans la tech. C'est que j'ai une maladie qui s'appelle la featurite. J'ai envie de tester tous les outils, de créer tous les contenus. En fait, dès qu'il y a une nouvelle feature qui sort, j'appuie sur le bouton et j'ai envie de voir. Je pense que c'est un peu l'état enfant version digitale. Tu sais, les gamins, dès qu'ils voient un truc autour d'eux, ils mettent les doigts dans la prise. Et ben moi, c'est pareil. Et du coup, je vois un post qui passe en disant j'offre une invitation pour rejoindre Clubhouse. Très bien, en fait. Le mec, j'ai dit bah oui, ça m'intéresse. C'était un TikToker, un mec avec qui j'avais jamais échangé. Et en fait, c'est devenu mon parrain de Clubhouse. J'arrive sur Clubhouse, je trouve que l'expérience utilisateur, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est ultra charmé. Les mecs, ils ont créé un truc, ils ont créé un réseau social, ils ont craqué un truc. Mais on peut dire ce qu'on veut. Il y a plein de gens qui disent oui, ça n'a pas marché, surtout en France. On adore les échecs. On va te dire tout de suite, ça n'a pas marché. Moi, ce que le mec a fait en termes de case study grosse, regardez son application, allez télécharger, c'est un bijou. Peu importe, peut-être que ça n'a pas pris parce que je vais vous dire aussi, le problème c'est que les créateurs, ils ont besoin de monétiser vite et que sur Clubhouse, c'est des audiences de niche. Donc je pense que c'est ça qui a un peu tué l'app. Mais ce que le mec a réalisé avec une équipe de 11 personnes en 1 an de lancement, l'intelligence marketing qu'il y a dans cette application, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, j'arrive sur le produit, je tombe amoureuse. Le principe des invitations, le fait d'avoir des parrains sur l'application, le fait que les fondateurs aient une logique 100% immersive dans le produit. Ils ne communiquent pas sur le produit en dehors du produit. Donc, chaque dimanche, ils organisent une messe où les fondateurs prennent la parole pour expliquer au monde entier depuis leur produit. La presse, tout ça, ils s'en foutent. Ils disent nous, on communique à un seul moment, c'est le dimanche à 18h sur Clubhouse. C'est un truc un peu messianique où tu as les fondateurs qui prennent les questions en direct. Il y a 0 préparation. Les mecs, ils ont tout compris à ce que c'est le social game, tu vois. C'est un peu l'équivalent du CMO d'Instagram qui est le premier à dire voilà comment craquer mon algorithme. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à LinkedIn. Ils savent pas. Les mecs, ils se retrouvent à faire des produits social et ils sont pas social. Pour moi, il y a un désalignement complet. Donc, j'arrive sur Clubhouse et pour te la faire courte, j'ai un coup de foudre sur l'application. Je trouve qu'il crée un FOMO avec des releases, du coup des sorties justement de nouvelles features. Donc imaginez-moi des nouveaux doigts dans la prise à mettre chaque semaine. Et en fait, ça crée un rythme et je commence à créer du contenu. Et je commence aussi, il faut le dire, tu partages, tu crées une audience. Mais moi en tout cas, je suis un bébé entrepreneur. J'apprends en accéléré parce que je passe 4-5 heures par jour à échanger avec des gens qui font de l'entrepreneuriat. Et souvenez-vous, moi, je viens des US, j'ai atterri en France, je me suis crashée en France et je connais personne qui est entrepreneur, je connais personne qui est grosse marketeur, je suis toute seule. Et là, Clubhouse, il m'ouvre un monde en termes de collab, d'échange avec mes pairs, de networking, qui est beaucoup plus fort encore que d'avoir des followers et d'amasser une audience. Hein. Vraiment, c'était ouf. Mais pour toi, c'est quoi la suite de Clubhouse, du coup ? Alors, la suite de Clubhouse, c'est que ça s'est niché, mais c'est une petite pépite pour les entrepreneurs, pour les freelances, pour les personnes qui bossent dans le développement personnel, parce qu'il y a des speakers très quali. Ça a aussi fait le tri entre les vrais experts et les faux, parce que je vais dire, on a vu plein de gens débarquer de LinkedIn, se faire prendre à défaut, parce que Clubhouse, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est des rooms audio, tout est en direct. Les gens viennent poser des questions en direct, vous êtes devant tout le monde, c'est 100% impro. On n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas les filtres sur Instagram, il n'y a pas le fait que vous avez une équipe pour écrire vos posts sur LinkedIn. En fait, là, c'est 100% vous. Et ça crée
énormément de valeur. Ça fait aussi que vous pouvez vous faire coacher et avoir des énormes conseils sans investir si vous venez de vous lancer. Et nous, justement, la façon dont j'utilise Clubhouse aujourd'hui, c'est que chaque mercredi de 9h à 10h, on fait du consulting gratuitement pour les entrepreneurs. On est 3 de profils grosses. Donc, Fabien qui est vraiment sur la partie output. Moi, je suis sur, donc tout ce qui est prospection commerciale. Moi, je suis sur la partie vraiment contenu, branding et acquisition social media. Et puis, on a Guillaume qui est un pro du SEO. Et aujourd'hui, tous les gens sur LinkedIn, et je dois avoir une 50aine de demandes par jour de est-ce que tu peux regarder mon site? Est-ce que je devrais faire ci ou je devrais faire ça? En fait, tous ces gens-là, je leur dis, il y a la room sur LinkedIn tous les mercredis, il y a la room sur Clubhouse tous les mercredis, venez poser vos questions en direct et c'est de l'or, enfin avoir la chance. Moi, si j'avais cette room là pour moi, s'il y avait une autre room que la nôtre avec des gens qui disent je donne 1 heure de mon temps pour donner des conseils, j'irais tellement faire auditer Richmaker ou juste avoir un retour de gens dont c'est le métier gratuitement, et en plus avoir la communauté en même temps, c'est une belle vitrine pour ce que tu fais. Enfin, pour les entrepreneurs, pour moi, c'est canon. Donc, si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous dites pas Clubhouse, c'est mort. Dites-vous Clubhouse, il y a moins de trafic que sur LinkedIn, mais la qualité d'attention, c'est comme les podcasts, Aymeric. Tu vois la différence entre un post LinkedIn et la qualité d'écoute sur un podcast? Bien sûr, on est directement dans les oreilles. Moi, ce que je te propose, c'est que je mette le lien en description. Comme ça, tous ceux qui seront intéressés pourront y aller tous les mercredis 9h à 10h. Mais toi, la suite, c'est que tu as explosé à la suite de cela sur LinkedIn. Tu y as été. Et la semaine dernière, je parlais avec des amis à moi qui me disaient qu'ils ne se sentent pas du tout légitimes à utiliser LinkedIn. Ils ne se voient pas l'utiliser. Et toi, en tant que spécialiste, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ceux qui hésitent encore? Sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps hyper dur de se lancer. C'est pas du tout naturel pour nous de faire une vidéo en facecam. C'est pas du tout naturel pour nous, en fait, d'écrire 3000 caractères pour raconter une aventure entrepreneuriale, par exemple. En fait, les réseaux sociaux, c'est un muscle. Plus tu crées du contenu, et plus tu vas voir que c'est facile. Avant, un post LinkedIn, ça me mettait 2 heures. Maintenant, ça me prend 20 minutes. Hier, j'ai pris 3 heures. J'en ai produit 20. Parce que j'écris aussi parfois pour... là, on lance un produit qui s'appelle Refer. Et du coup, je devais produire en masse énormément de contenu. En fait, dites-vous que là, le temps que vous êtes en train d'investir, c'est pas une dépense. C'est un vrai investissement et vous êtes comme le début quand tu vas à la salle de gym. Vraiment, c'est toujours pareil. C'est comme quand tu vas à la salle de gym, le premier cours de sport. Non seulement tu prends trop cher et en plus le lendemain, tu peux plus bouger, t'es endolori, t'es là, pourquoi j'ai fait ça? Je me suis mis en danger, maintenant j'ai mal, aïe aïe aïe. En fait, tu le fais une deuxième fois et tu te dis, ah, c'est un peu moins dur. Et puis tu commences à voir les bénéfices, tu te tonifies la troisième, la quatrième et après t'es accro. Et moi honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et je fais absolument pas mes posts sur LinkedIn, mes lives sur LinkedIn et tout. Aujourd'hui, je ne le fais plus pour trouver des clients. Je te jure que c'est vrai. Après, vous me croyez pas, mais regardez mes lives et vous allez voir à quel point je kiffe cet exercice. Ça devient tellement facile à un moment. Tu prends tellement l'énergie, la motivation des gens. C'est tellement les seuls moments dans ta vie entrepreneuriale où tu prends autant d'amour parce que tes collègues, tes clients, c'est le travail. Les réseaux sociaux, on peut un petit peu plus s'amuser, être soi-même. Et moi, j'adore. Et je conseille à tout le monde de faire ce petit exercice au début, de se forcer, de se sentir illégitime, mais d'y aller quand même pour pouvoir après vous sentir bien, épanoui dans votre business, avoir des vrais résultats et maîtriser un exercice que peu maîtrisent parce qu'en fait, c'est tellement dur de prendre la vague. Il y a tellement peu de gens qui arrivent à se lancer que ceux qui le font, ils sont reward, mais oh, vous avez pas idée. Moi, aujourd'hui, ça m'a tout apporté les réseaux sociaux et je suis pas quelqu'un qui suit très réseaux sociaux. Je déteste les photos, j'aime pas trop parler de moi. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'être une rockstar, d'avoir des beaux vêtements, d'être beau, d'avoir une belle voix pour faire du podcast, du LinkedIn. En fait, il faut juste que vous soyez généreux et que vous ayez pas peur du ridicule parce que vous allez l'être. Les 10 premières fois, vous allez être ridicule. Prévoyez, hein, c'est nul. Et gardez-les, parce que moi, maintenant, je les regarde. Et c'est important, parce que c'est là où on mesure le progrès qu'on a effectué. Et c'est là où vous voyez à quel point ça va vite. Mes posts d'il y a 1 an, Aymeric, ils me foutent la honte aujourd'hui. Et tu vois, ça va très vite, les réseaux sociaux. T'apprends très vite. Tout est dit dans ce que tu viens de dire. On pourrait limite arrêter l'épisode ici. On va quand même continuer, mais on va continuer. Mais franchement, ouais, pour avoir assisté à quelques-uns de tes lives, c'est vrai que ce qui est très agréable, c'est qu'on voit que tu te fais plaisir. Et le fait que tu te fasses plaisir, et derrière, en tant qu'auditeur, c'est un vrai confort parce qu'on passe un bon moment. Et tout est là, t'apportes de la valeur, tu souris, t'es heureuse d'être là, et on est heureux d'être là et de t'écouter. C'est un cercle vertueux. Si on revient en 2021,
en septembre 2021, tu lances Marketing Square, que maintenant on va même plus présenter, c'est un des plus gros podcasts de toute la francophonie. Pourquoi un podcast? Pourquoi tu as voulu lancer ce podcast-là? Alors, je vais t'expliquer. Ça part d'un énorme four, comme souvent dans ma vie. C'est qu'en fait, j'avais mon côté, vous savez, mon métier, c'est de tester. Il faut que je teste tout. C'est hyper important parce que moi, mon métier, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions en acquisition sur tout type de business. Donc, j'ai intérêt à être un peu au fait. Et du coup, je m'étais dit, quand j'ai commencé à faire mes lives, je voulais tester un petit peu le référencement des podcasts. Et je me suis dit, je vais extraire la bande son de mes lives et je vais en faire un podcast. Encore une fois, cette approche grosse. Mon live atterrit en replay sur ma chaîne YouTube, ça fait grimper mon SEO et je me dis à ce moment-là, je vais extraire la bande son et je vais mettre ça sur les plateformes d'écoute podcast et ça va encore plus me densifier mon SEO et en plus me faire gratter des nouvelles écoutes via la découvrabilité de ces nouveaux canaux, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Ça n'a pas du tout marché, Aymeric. Pourquoi? Parce que du coup, c'était ultra impersonnel. T'écoutes un podcast en entendant un live qui est en plus compressé, puisque c'est la compression d'une bande YouTube. Et d'ailleurs, moi, pour ceux qui sont curieux, allez regarder ce que ça donne. J'ai gardé le premier épisode. Si vous allez dans Marketing Square, vous avez le premier épisode. C'est le premier live que j'ai fait d'ailleurs aussi de ma vie. C'était il y a 1 an. En décembre, un peu plus d'1 an maintenant. C'était en décembre 2021. Oui, décembre 2021. Et en gros, avec Raphaëla, on a testé, c'est une copine à moi, on a testé un live et je l'ai laissé, tu vois, parce que je me suis dit, faut pas avoir honte de ses squelettes. Mais du coup, je m'en occupais pas de mon podcast. Et j'avais juste laissé 7 épisodes. Je devais avoir 200 écoutes en tout sur les 7 épisodes. Je les avais jamais poussés, j'en avais un peu honte, mais voilà, c'était un peu mes cobayes. Et au bout d'un moment, y a un pote qui me dit franchement Caro, c'est naze, c'est tout naze, ta couverture elle est nulle, on comprend pas ce que tu fais. Ça s'appelait, mes lives aussi d'ailleurs, les rendez-vous du co-marketing. Et je parlais que de collab. Donc j'adressais un tout petit marché avec un mot co-marketing que personne comprenait, avec des invités inconnus. Mais ça, c'était pas le problème, mais c'est pour te dire à quel point, enfin, je m'étais vraiment pas aidée, tu vois. Et il n'y avait pas de jingle, rien, et j'avais pas de micro. Donc là, on est vraiment, voilà, si vous voulez savoir tout ce qu'il faut pas faire pour vous lancer, c'est vraiment ça. Et puis, bien sûr, du coup, vu que j'en avais honte, j'en avais pas non plus parlé et je le diffusais pas. Et en fait, à ce moment-là, on me dit de l'enlever et on me dit que ça me rend pas justice et que c'est tout crado. Et je dis, c'est vrai, ils ont raison. Et en fait, ça m'embête de l'enlever parce que à ce moment-là, effectivement, sur Clubhouse, je suis la première influenceuse féminine et en France. Et là, je me dis, il y a quand même un truc. Les gens, ils aiment bien la voix. Clubhouse, ça m'a apporté des opportunités de ouf, alors que je suis pas une entrepreneur émérite. Je suis en train d'apprendre. Je veux dire, tu vois, j'ai pas de talent particulier. Je me dis, en fait, j'ai l'air d'avoir une facilité ou en tout cas un kiff qui se propage sur le fait de médiatiser, faire des interviews, partager des choses que j'ai compris. Même si je suis pas la plus intelligente, peut-être que je suis une bonne communicante là-dessus. Et du coup, ça m'embêtait d'enlever le podcast. À ce moment-là, je me donne un challenge. J'adore me faire des challenges sur les réseaux sociaux. Parce que pour le coup, et on va lancer un challenge, je réfère d'ailleurs sur le networking là-dessus, parce qu'en fait, le challenge, ça te permet d'apprendre en accéléré pendant 30 jours. C'est pas seulement la croissance que tu observes, c'est ta vélocité d'apprentissage. C'est beaucoup plus facile d'apprendre en accéléré que d'apprendre. En fait, tu vas beaucoup plus facilement apprendre le piano, n'importe quel instrument, n'importe quelle langue, si tu fais que ça en immersion totale pendant 1 mois, que si tu laisses traîner sur 1 an avec des cours hebdomadaires ou mensuels. Donc en fait, moi, j'aime bien le principe du bootcamp en accéléré. Et à ce moment-là, en fait, je me dis, pendant 1 mois, je vais lancer un épisode par jour de podcast et je vais essayer de craquer le truc. Et là, je reboote mon podcast. Donc, on refait tout dans le désordre. J'en parle abondamment sur les réseaux sociaux. Je fais un épisode par jour. Donc, rythme et vélocité, un train de vie de guerrier. J'ai pas eu de vie, Aymeric, pendant 1 mois. Et du coup, au mois de septembre, un épisode par jour. Des invités de tout secteur, alors par contre moi j'ai jamais eu la stratégie des gros invités, justement je prends un peu la tendance à contre-pied, je me positionne sur, il y en a marre dans les podcasts, on entend toujours les mêmes, on n'invite que les rockstars et à côté de ça il y a plein de gens qui font hyper bien leur métier et juste parce que c'est pas des extravertis, on les invite pas et on les pousse pas à apprendre de la lumière, tu vois. Et du coup, grosse automatisation pour aller chercher un maximum d'invités, des gens qu'on met pas assez en avant sur tout domaine. J'élargis au gros marketing pour pas adresser un marché de 1%, mais un marché en fait à la fois
réduit, le gros marketing, mais à la fois très très large parce que ça intéresse quand même tous les marketeurs. Et du coup, j'appelle ça Marketing Square. Marketing Square, c'est à la fois le square, la récréation, à la fois c'est puissance 2 en anglais, Square, et c'est la puissance de la collaboration. Et puis c'est aussi le côté Square, du coup, c'est le côté la méthode. Moi, j'aime bien cadrer, et en fait, c'est bien le mindset. Mais moi, je crois pas, j'ai pas envie de faire des épisodes de 1 heure où on n'apprend rien. C'est genre 15 minutes, bam, 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 à la fin, tu as ta feuille de route et tu es prêt à passer à l'action. Voilà. Tout est dit, encore une fois. J'avais lu ton interview Pourquoi avec Ocha. Tu avais décidé de choisir ce nom et j'avais dit ah oui, là où ça percute, ça part loin. Je l'ai vraiment pensé ce nom et je l'aime énormément et je suis toujours frustrée parce que j'ai l'impression que en fait Marketing Square, il y a vraiment pas mal de personnes qui me disent oui Marketing Square, mais parce que c'est le carré et en fait je dis bah oui, mais c'est tout ce carré qui a une signification, mais je trouve ça génial parce qu'on me dit oui, c'est juste le marketing au carré quoi. Et c'est vraiment le marketing récréatif. Je l'ai vraiment surintellectualisé ce nom. Et on connaît maintenant le secret qu'est la vélocité. Si vous voulez faire quelque chose, il faut faire du contenu, du contenu, du contenu. En 2022 maintenant, juste avant, enfin on est en 2022, mais tu avais rencontré Arnaud Gazet, un homme sur Clubhouse qui te parle d'un super projet, Refer. Et maintenant en 2022, tu vas devenir sa CMO prochainement. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que c'est ce nouveau projet? Alors, en gros, les belles rencontres, la sérendipité de Clubhouse, c'est qu'il y a 2-3 personnes la même semaine qui me disent « Écoute, j'ai échangé avec un mec, Arnaud Gazet, on dirait toi, il faut que tu le rencontres. » Bon, et en fait, il se trouve que je suis dans une room et on parle de son application. J'en parle de moi-même parce que du coup, donc une room, pardon, pour ceux qui nous écoutent, c'est le nom des conférences sur Clubhouse. On appelle ça des rooms, en fait, c'est des webinaires audio. Et du coup, je suis en train de parler je dis, ah oui, on m'a parlé d'ailleurs d'une application. Vous savez, en fait, aujourd'hui, le referral, ça marche hyper bien pour les marques. Vous savez, parrainer un ami et recevez 15 euros. Et je dis, en fait, ce truc-là, il y a un truc à craquer avec le referral entre humains, tout simplement. Parce qu'on a tellement besoin de réseau pour tout dans notre vie. Trouver un nouvel appart, trouver un nouveau job, trouver un nouveau talent. En fait, le referral, c'est la base. Et j'ai toujours trouvé ça aberrant qu'on ne l'ait pas plus déployé à nos échelles d'humains. Et du coup, je dis, apparemment, il y a un projet qui s'appelle Refer et tout. Et là, il y a mon collègue de room qui m'envoie un texto et qui me dit, Caro, le mec de Refer, il est dans notre room. Alors qu'il y avait, il y avait 50 personnes à tout péter. Donc, incroyable alignement planétaire. Moi, je le connaissais pas. Je l'avais pas vu. Et en fait, je parle de son app et il est là. Et là, on se dit, OK, bon, il y a un truc, il faut qu'on se rencontre. Et il m'écrit un message et il me dit, en fait, tout le monde me parle de toi. J'étais là, moi aussi, tout le monde me parle de toi. Et on échange et j'ai un coup de foudre pour son produit. Il a un coup de foudre pour le mien parce que forcément, Richmaker et Refer, donc pour ceux qui nous écoutent, Richmaker, ma boîte, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, les business ont des compatibilités entre eux et on a créé un algorithme qui permet de rapprocher les business. Par exemple, Emery qui va s'inscrire, il va dire mon podcast de fil en aiguille, il adresse tel et tel type de personnes et moi je vais le faire matcher avec potentiellement des marques s'ils cherchent un sponsor, avec d'autres podcasteurs s'ils cherchent à faire de la cross-promotion, avec des directeurs marketing ou des entrepreneurs s'ils cherchent des invités. En fait, c'est une plateforme, c'est comme un site de rencontre version business. Et moi, mon idée, c'est que dans la vie, encore une fois, on regarde la compétition alors qu'on a tout intérêt de se créer un écosystème et c'est ça qui nous crée une croissance de malade sans dépenser un rond, complètement en organique. Et Arnaud, avec Refer, lui, son système, c'est de dire aujourd'hui, on a tous besoin d'aller chercher une personne de confiance. Et aujourd'hui, c'est hyper difficile d'aller chercher cette personne-là via de la publicité, via des job boards. Et en fait, le meilleur moyen d'attirer des gens et de les convertir, c'est de passer par d'autres gens. Et c'est la puissance de la recommandation. Et à ce moment-là, forcément, vous voyez à quel point on a un peu la même vision, mais pas du tout la même exécution. Et on a en fait un coup de foudre réel il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et le problème qu'on a, Aymeric, c'est que moi, j'ai beau avoir fait 10 ans de partenariat, c'est impossible de faire un partenariat parce qu'on n'a pas validé la première étape d'un partenariat, c'est une audience commune. On n'adresse pas du tout le même type de personnes. Moi, j'adresse les entrepreneurs, les marketing managers, et lui, il adresse tout le monde. Et principalement, les gens qui cherchent un boulot, les gens qui cherchent à recruter, les gens qui cherchent des fonds. La mise en relation, c'est pour tout le monde. Et du coup, en fait, il n'y a aucun partenariat qui est possible. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?
Et en fait, chemin faisant, moi, je commence à lui dire, bah écoute, je pense quand même qu'il y a un truc à craquer. J'aimerais bien on a la même vision Future of Work. Le monde du travail de demain, il va exploser, Emric. Mais ce truc-là, je te jure que j'ai du mal à dormir la nuit tellement je me dis l'économie des créateurs, l'économie des connecteurs, le Web3, mais ça me passionne et ça me travaille. Je me dis, regarde la façon dont on travaille, regarde l'explosion depuis 2 ans du freelancing, les freelances embauchent d'autres freelances, les freelances montent des collectifs. À côté de ça, les créateurs commencent à vivre très très bien de leurs revenus. Il y avait eu l'infoprenariat avec des mecs qui disaient je gagne 40 000 balles par mois en vendant des formations. Maintenant, les mecs gagnent 40 000 balles par mois en créant du contenu. Et en fait, je me dis, il y a un truc sur le boom des indépendants, l'explosion du monde du travail, le fait que maintenant on soit payé à la tâche et de moins en moins à l'heure, au TJM. Il y a tu vois, au niveau, moi, de base, j'ai fait des études de sociaux. Il y a un truc à craquer sur le future of work qui est passionnant. Et du coup, à ce moment-là, je dis à Arnaud, je pense qu'on va finir par faire une suite d'outils future of work où il y aura Refer, Richmaker, peut-être un talent studio. Je peux pas trop te spoiler, mais je bosse aussi sur d'autres choses. Et voilà comment, pour l'instant, avec Arnaud, on s'est dit, on va essayer de bosser ensemble sur Refer parce que lui avait besoin en fait de la partie communauté très social et moi j'ai besoin d'un mec comme Arnaud qui est juste une brute, qui est un entrepreneur émérite, qui a réussi à faire des trucs que moi j'ai pas encore réussi à faire, craquer comment gérer sa compta, embaucher les bonnes personnes. Et tu vois, en fait, on est vraiment en train de faire un partenariat tous les deux sur sur la partie Refer et sur Richmaker. Je suis en train de voir comment me faire aider, mais moi j'aime bien dire un problème à la fois et je fais des plans à 1 mois. C'est pour te dire, comme je suis pas du tout quelqu'un qui aime m'engager. Du coup, je sais pas ce qui se passera le mois prochain, mais pour ce mois-ci, on lève 1 million d'euros en 1 mois pour pouvoir muscler l'équipe Refer et on verra après. C'est incroyable et je suis totalement en phase avec ce que tu viens de dire, hein. C'est l'avenir. C'est juste l'avenir de tout, quoi, de notre société. Le Web3, ça va prendre une place considérable dans toute notre vie. Et l'idée de pouvoir monétiser quelque chose qu'on a tous depuis la naissance, c'est hyper pertinent. C'est hyper pertinent. Mais Caroline, les journées font 24 heures, on est d'accord. T'es un peu une superwoman. Comment t'arrives à tout faire je suis sur Refer. Comment tu arrives à tout faire, pardon. Comment t'arrives à gérer ton temps? Tu délègues? Alors, j'ai sur Richmaker, j'ai une super content manager qui s'appelle Emma, qui est au top. Vraiment, j'ai eu trop de chance. J'ai toujours, honnêtement, j'ai des petites équipes et à chaque fois, j'ai jamais de problème. Alors, est-ce que ça va scaler? Est-ce que je vais pouvoir passer à l'échelle comme ça? On sait pas. Je pense que c'est là où ça devient difficile. Mais du coup, il y a Emma qui m'aide sur toute la partie Richmaker. Et sur la partie Refer, on est une équipe de 7 personnes. C'est principalement des devs du produit. Je recrute justement une alternante qui va pouvoir m'aider sur toute la partie Customer Success sur Refer. Non, honnêtement, je délègue pas trop. Ce que je délègue maintenant, c'est le montage de mon podcast. Mais j'ai du mal à laisser le bébé, donc je le rafistole quand même un petit peu. Disons que je repasse derrière. Mais du coup, j'ai un monteur son maintenant pour Marketing Square. Je pense que le truc qui m'a toujours sauvée, du fait de avoir l'impression de travailler beaucoup ou du fait de, comme tout le monde dit attention au burn-out, c'est qu'en fait, j'ai pas l'impression de travailler parce que je suis vraiment passionnée par mes projets et c'est trop, ça peut être un peu énervant, c'est tous ces entrepreneurs qui disent oh mais je suis passionnée, c'est pas du travail, mais en fait on est obligé de dire ça parce que c'est vrai. Enfin moi, tu vois, hier j'avais tous mes copains qui étaient en boîte. Jusqu'à 4 heures du matin. Moi, j'ai travaillé des posts, j'ai travaillé de l'éditorial pour Refer, pour expliquer comment est-ce qu'on allait pouvoir craquer le contenu, pour préparer un gros pitch avec des investisseurs aux US qu'on va avoir mardi. Et parce qu'en plus, c'est des pitchs que moi, je fais. Alors ça, c'est très sympa. Pitcher en anglais devant un board d'investisseurs qui sont à San Francisco. Donc, pour toi, il est minuit 30. Ça, c'est... ça, c'est cadeau. Donc en fait, mais moi, tu vois, les soirées en boîte, j'en ai fait plein. Je vais en refaire plein. Mais en ce moment, c'est tellement mon boost. Voilà, les journées, elles font 24 heures. Je travaille beaucoup, mais sans aucune démagogie. C'est un putain de challenge. Et en fait, c'est pas le moment de faire autre chose. J'arrive pas à faire autre chose. Et voilà, peut-être, moi, ça fait 8 ans qu'on me dit que je vais faire un burn-out. Honnêtement, je suis la personne la plus heureuse et la moins stressée de tout mon entourage. J'ai jamais, tu vois, je me dis toujours, on sauve pas des vies. J'ai jamais de stress. Je crie jamais sur mes équipes. Je m'en veux jamais quand je fais une erreur. Ça me protège aussi du burn-out, tu vois. On verra, mais voilà ma vision de la vie. Et c'est vrai, les journées sont pas extensibles, mais
mais je prends du plaisir et quand je me plante parce que je fais des trucs à la va-vite, je m'en veux pas et du coup, ça m'enlève beaucoup de pression. Hyper clair. Je sais que, enfin là on commence déjà à en voir les prémices, que 2022 va être une année très riche pour toi encore. J'ai entendu parler que tu vas bientôt lancer un livre. Est-ce que tu peux déjà nous en parler un petit peu? Est-ce que tu as le droit de nous en parler? Est-ce que tu peux nous en parler? Si tu veux nous en parler aussi, bien sûr. Hein, Ouais, je suis hyper contente. En fait, alors là, pour le coup, vous pouvez vous dire, mais où est-ce qu'elle trouve le temps de faire un livre? Et je vous raconte, en fait, j'ai un copain que j'adore, qui lance une boîte que j'adore. Et qui me propose de bêta-tester un peu son service. Sa boîte, en fait, propose de faire du ghostwriting. Donc, c'est, vous savez, de l'écriture, je ne sais pas comment on traduit en français, mais c'est un scribe, en fait. C'est quelqu'un qui écrit pour vous. Et alors, du coup, ça peut faire un peu peur parce que quand on écrit des romans, bah forcément, l'idée, c'est que ce soit toi et ta patte. Mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est je veux faire un livre à partir de mon podcast Marketing Square. Et comme je produis beaucoup de podcasts et que là, j'en suis déjà à plus de 100 épisodes et que ces podcasts, il y a plein de gens qui m'écrivent tous les jours en me disant cet épisode, il m'a fait booster mon business. Cet épisode, tu vois, encore hier, il y a une de mes auditrices qui s'appelle Diane Fastrez qui a lancé un concept de cabane écologique. Et elle a écouté un de mes épisodes où je parlais d'un challenge TikTok. Et je disais, c'était un épisode avec Théo Lyon où on disait comment craquer TikTok. Et je disais, voilà, moi je vais faire le challenge de 30 jours sur TikTok et tout. Et elle me dit, écoute Caro, j'ai fait ton challenge. Pendant genre 28 jours, mais un truc comme ça, je te jure, ou genre 29 jours. Mais c'est, en fait, c'est pour ça que je vous ai donné le vrai nom de la personne, parce que vous pouvez vous dire, c'est trop gros, elle ment. Mais là, vraiment, Diane, allez voir sur son compte. Donc, elle m'écrit hier et elle me dit, genre, au bout de 28 posts TikTok où j'ai 100 vues, où je me disais, ça sert à rien. Elle me dit, hier, j'ai fait un post, Caro, merci, c'est grâce à toi. Je viens de faire 1 million de vues. Je suis sous l'eau, j'ai plus de vie, ça dégouline sur tous mes réseaux, mon site internet il explose. Enfin, en fait, c'est dingue. Donc son projet s'appelle Senja, Senja. Donc allez regarder sur TikTok. Et en fait, tu vois, c'est ça, Aymeric, je me dis, les auditeurs du podcast, il y en a plein tous les jours. Tu vois, là, encore hier, il y avait Diane. J'ai quelqu'un qui me dit merci, ça m'a aidé, ou j'ai quelqu'un qui me dit waouh, ça a été un game changer pour mon business, tel épisode. Et aujourd'hui, du coup, la proposition que j'ai eue, c'est de le transformer en livre sans y passer trop de temps. Donc, en fait, je travaille avec quelqu'un dont c'est le métier qui va prendre un grand soin à pas faire comme moi à l'arrache un contenu avec des typos comme mes posts LinkedIn. Quelqu'un qui va prendre beaucoup de soin à l'écrire, on le prépare ensemble. Et en fait, je vais avoir aussi un éditeur. Alors, l'éditeur n'est pas encore confirmé, mais j'ai eu une super belle proposition, donc je pense que voilà. Mais j'ai pas, du coup, je peux pas. C'est pas signé. Tu te souviens que même quand je signe, j'ai des propositions qui me passent sous le nez. Hein. Ouais, on va attendre. Donc on va attendre pour pas se porter l'œil. Mais donc du coup voilà, l'idée du livre, c'est que c'est un livre qui va pas me prendre beaucoup de temps. C'est un livre qui va transformer le podcast en un autre format et qui sera édité parce que voilà, l'idée de ce livre, c'est pas de me faire plein de ronds parce que les bouquins ça rapporte pas plein de ronds, mais c'est qu'en fait je trouve que le podcast, il a tellement reçu d'amour que je me dis il faut qu'on en fasse autre chose de ce contenu, il faut qu'on le recycle. Hyper clair. J'aime beaucoup poser quelques questions plus personnelles à la fin de notre discussion, dont une plus particulièrement. Si demain tu croises la Caro il y a 15 ans, quel conseil tu aimerais lui donner? Je pense que j'ai passé beaucoup de temps à avoir peur du ridicule. Et en fait, ce qui a été très dur pour moi, Aymeric, c'est que j'ai jamais été quelqu'un d'exposé sur les réseaux sociaux. Je suis pas très à l'aise en photo. J'ai toujours été une grande timide. Tu vois, moi, j'étais l'élève quand elle passe au tableau avec la craie qui tremble. Tu vois, j'ai jamais été une show-on. Et, euh, et pour autant, j'ai toujours eu la passion des autres. Donc, j'ai toujours eu plein de copains. Mais par contre, j'ai toujours détesté, tu vois, dans les moments des anniversaires, il y a un moment qui me terrifiait, c'était quand les gens elles disaient un discours. Et j'étais hyper timide, très, très peur de pas être à la hauteur, tout ça. Et en fait, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai pas eu le choix. Quand j'ai lancé Richmaker, comme vous voyez, le premier épisode de mon podcast, c'était le premier live que j'ai fait. C'est une de mes amies qui s'appelle Rafaela, qui faisait plein de lives sur Instagram et je la regardais et j'étais là, mais comment tu fais? T'es trop forte. Moi, je suis incapable de faire un facecam, je suis incapable de même envoyer un selfie de moi. Je suis trop timide et tout. Et en fait, quand t'es entrepreneur, t'as plus le choix.
Comme je vous ai dit, moi, j'avais un crédit IMO. J'ai démissionné le jour où j'ai signé mon appart. Et j'avais un crédit IMO à rembourser. Richmaker, j'y croyais. Ça m'animait tellement. En fait, quand tu trouves un truc qui te plaît tellement, tu peux pas faire de caprices, tu peux pas faire des caprices de riches, tu vois. C'est des problèmes de riches de se dire ah je m'aime pas en photo, je m'aime pas en vidéo, je dis tout le temps je dis tout le temps machin, tous ces trucs qu'on se reproche à soi-même. Et à ce moment-là, Raphaëlla, elle me dit pourquoi tu fais pas des lives? Et je lui dis je vais le faire. D'accord, je vais le faire. Et est-ce que tu accepterais de le faire avec moi? Parce que par contre, voilà, moi j'ai besoin des autres, comme toujours. Hein. On se refait pas. J'aime la collaboration. Et je lui ai dit, est-ce que tu accepterais? Et avec toi, ça va être plus facile. Le premier live, j'étais merdique et je le garde. Pour moi, c'est un reliquat. Je l'enlèverai pas celui-là. Vous allez voir, hein, c'est pas très fluide. Je suis pas à l'aise. Je fais pas de blagues. Je suis tendue, on dirait une statue de cire. Et vous allez voir, en fait, vous voyez, au bout de 30 lives, les gens m'écrivaient en me disant, mais t'as fait du théâtre? Mais parce qu'en fait, ça va très vite, comme c'est une compétence que peu de gens osent. Et vraiment, si j'avais pas craqué mon projet, j'aurais eu trop peur de me lancer. Donc, le conseil au mois d'il y a 15 ans, c'est trouve un truc qui te plaît. Et le truc qui te plaît, quand tu vas faire le truc qui te plaît, quand tu vas avoir trouvé ta place, tu vas déplacer des montagnes. Claire, dans la vie, quelle est pour toi la valeur la plus importante à posséder? Je dirais l'éthique. L'éthique, c'est hyper important. Tu vois, l'honnêteté intellectuelle. L'éthique, ça regroupe tout ce qui est, je pense, le plus important dans la vie. C'est l'éthique, c'est avoir de l'empathie pour les autres. L'éthique, c'est be grateful, ça veut dire redonner ce que tu as reçu, la générosité. L'éthique, c'est aussi, tu vois, dans nos métiers de marketeurs, il y en a plein qui font des trucs pas très corrects, surtout dans mon métier, dans le gros. Voilà, moi je dis toujours, j'ai une approche grosse marketing qui va aux antipodes de ce que vous pouvez voir sur les mecs qui disent, il y a pas longtemps, j'ai vu passer un post sur LinkedIn, le mec qui disait des astuces pour annihiler tes concurrents. Et j'ai dit, mec, attention aux mots que tu utilises quand même, tu vois, détruire la concurrence, va voler les clients de tes compétiteurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment des mentalités de merde. Hein. Et du coup, excusez-moi l'expression. Donc du coup, voilà. Pour moi, la valeur la plus importante dans tout, hein, personnellement, professionnellement, c'est vraiment l'éthique. Je partage beaucoup. Et est-ce que tu as eu un échec dans ta vie ou pas? Est-ce que tu as eu un grand échec qui t'a marqué? Ah tous les jours. Tu veux lequel? C'est le jeu de cette famille. Franchement, le fait de rentrer pour passer mon visa US avec un super job, de fanfaronner auprès des copains et de me retrouver sur le carreau un lundi après-midi où en fait on me dit on annule tout et je réalise après 8 ans et demi aux États-Unis que je suis de retour en France. Mes potes là-bas, je dois leur expliquer que je reviendrai plus et mes potes en France, je dois leur expliquer que maintenant je fais partie des murs, je vais me réinstaller en France. J'étais la pauvre Caroline pendant tout un été parce que, enfin voilà, tu le vois même dans le regard des gens que c'est loser, tu vois. Donc ça a été le plus gros échec de ma vie parce que ça a été très très dur pour les nerfs parce que c'est tout un été à être la nana où on te dit c'est la faute à pas de chance quand même, c'est fou ton histoire, j'ai jamais entendu ça. Quelqu'un qui est en process de visa et ils annulent le poste, quoi. Et tu t'es fait virer avant même d'avoir commencé. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Donc ça c'était costaud, c'était dur, mais des échecs, j'en ai tout le temps. Hein. Franchement, il y a plein de choses qui vont pas, et les échecs on les documente aussi. Et du coup, tout le monde prend ça pour des réussites parce qu'ils se disent en fait tes échecs, si tu les prends de la bonne façon, c'est un truc positif. Les gens, ils vont appeler ça de la résilience. Tandis que tes échecs, si tu les complexes, tu les mets sous le tapis pour pas qu'on les voit, que t'es mal dans ta peau, là, ça va te gréver. Mais voilà, les échecs, en fait, c'est quelque chose que tu as fait. Donc, c'est déjà un apprentissage. Donc, moi, j'en ai plein. Des ratés. Tu vois, mon live d'il y a une semaine, je suis en plein live. Il y a genre, je sais pas, 300, 400 personnes. Imagine qu'ils sont... Moi, je me dis toujours, quand je suis en live, je me dis, imagine, c'est des gens dans une pièce. C'est vraiment la honte. Tu vois, moi, parler devant 3 personnes, je suis intimidée. Donc, quand je fais un live, je te raconte pas. Et puis là, il y a une slide qui passe, Emric, et en fait, je réalise que c'est une slide, tu sais, c'est un squelette, le truc, je l'ai pas fait. C'est des slides toutes pas belles, avec genre une moitié d'image, le texte, c'est la copie. Tu sais, tu as dupliqué le slide d'avant, genre vraiment. Et d'ailleurs, c'est encore en ligne, donc si vous voulez vous marrer, allez voir, c'est dans mon live c'est sur ma chaîne YouTube, mon live sur
C'était sur quoi? C'était sur le contenu qui engage. Et donc tout d'un coup, on me voit, je me décompose, mais tu vois, ces trucs-là, je les enlève même pas au montage. Je me dis en fait, faut qu'il y ait plus justement de rôle modèle. Il faut qu'on voit que les créateurs de contenu, bah ils font un live par semaine. Et ben des fois ils se plantent, des fois ils font des fautes d'orthographe, des machins. Et il n'y a pas besoin de rougir, il n'y a pas besoin de remonter derrière. C'est un peu comme bah voilà, tes photos à la plage. T'as pas besoin de te retoucher en maillot de bain. Les gens, s'ils t'aiment, ils t'aiment vraiment comme ça. Donc voilà. Donc moi, tu vois, ces trucs-là, je les monte même pas. Mais il y a des dingueries. Et il y a plein de gens, je suis sûre, qui se diraient oh là là, c'est trop la honte. Elle se décompose en public devant des centaines de personnes et on voit qu'elle a dupliqué sa slide. Peut-être que c'est parce que elle produit trop. Tu vois, il y a des gens qui m'envoyaient des messages en me disant du coup, c'est peut-être que tu as un rythme trop effréné. Est-ce que tu dors assez? Enfin, relax, tu vois, faut réussir à se. Donc moi, les échecs, c'est pas grave, ça arrive. Parfois, on fait des choses trop vite. C'est la vie, c'est comme ça. Mais j'en ai toutes les semaines, voire tous les jours. Merci de ce rappel important. Qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre que tu as? Est-ce que tu as des passions à côté de ton activité du sport ou autre chose? Ouais, je suis hyper sportive. J'ai besoin de faire peut-être 1 heure de sport par jour. Alors, en ce moment, on est en pleine levée de fonds, donc un peu moins. Mais tu vois, j'y suis quand même allée 2 fois la semaine dernière. C'est mon petit truc du moment, c'est un bootcamp. Ça s'appelle Barry's Bootcamp. C'est des bootcamps à l'américaine. Et c'est très rigolo parce que c'est ambiance boîte de nuit avec des néons. Il y a un super... En fait, moi, j'ai besoin des salles de sport à l'américaine. Les gens, ils se regardent, ils se parlent. Tu partages des vraies choses. J'aime beaucoup ces nouvelles expériences de sport. Donc, je fais un truc qui s'appelle Dynamo. C'est du vélo dans un espèce de nightclub. Donc ça, j'adore. Donc ça s'appelle du indoor cycling. Ça, c'est pareil. C'est que des trucs américains. Vous allez vous dire, oui, dis donc, elle lâche pas l'affaire. Mais c'est surtout que c'est des salles de sport un peu nouvelle génération où t'es pas traité comme à l'usine. Ton prof, tu le follow sur Instagram, il te follow aussi. Il t'appelle par ton prénom. Et j'adore. Donc il y a Barry's Bootcamp que j'adore. Donc c'est bootcamp un peu, c'est du HIIT. Donc c'est moitié cardio, moitié renfo. Et je suis fan de Pilates aussi. J'ai failli devenir, en fait, tu sais, au moment de lancer Richmaker, j'ai hésité. C'était soit je lançais Richmaker, soit je passais mon brevet pour devenir prof de Pilates. Incroyable. Donc pour te dire, comme moi dans la vie, j'ai plein de passions et il n'y a pas de problème si demain je dois faire autre chose qu'entrepreneur, j'ouvrirai un bar à huîtres et je serai très heureuse comme ça. Et du coup, Barry's Bootcamp, j'adore. J'adore le Pilates. Qu'est-ce que je fais sinon? De la boxe. Je fais de la boxe chez Punch. Pareil, même principe. T'as un prof hyper sympa qui en même temps fait des DJ sets. Tu vois, c'est du sport, mais c'est du sport hyper rigolo. C'est pas le sport à la salle devant ton ordi, devant ton le lapsus. Ouais. C'est pas le sport à la salle devant ton écran. Mais c'est vrai que parfois, je vois la façon qu'ont les gens de faire du sport. Je me dis, mais on dirait ils sont au travail. Ils sont au sport devant BFM, tu vois. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je fais d'autre de mon temps libre? Je vois mes copains. J'habite un super quartier Belleville où il y a plein de trucs à faire, plein de bars. Donc parfois je sors un peu tard, mais tu vois, j'arrive à 23h, je fais un coucou, je bois un petit verre, je vais serrer quelques pinces et puis après je rentre chez moi. Non, j'ai la belle vie. Franchement, l'entrepreneuriat c'est pas le bagne. C'est juste on dort peu. Mais il y en a qui dorment peu parce qu'ils vont en boîte. Vous dormez peu parce que vous finissez d'enregistrer votre podcast, mais ça fait pas de vous un esclave du travail. Tu m'as parlé beaucoup des USA durant cet épisode. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as envie d'y retourner? Ouais. Tu sais, ce qui me manque, c'est vraiment aux États-Unis, les gens sont tellement positifs. Franchement, j'ai l'impression qu'en France, quand t'es heureux, et alors ça énerve. Moi, souvent, j'ai l'impression qu'on me prend pour une nunuche parce que ici, c'est perçu comme un truc de nunuche, de dire aux gens merci, je suis hyper contente, je me réveille, j'ai la pêche. Les gens ici, ils sont là, ah mais pas besoin d'en faire autant. Et tu vois, en fait, je suis là, je suis vraiment, enfin, et mes amis le disent, c'est pour le coup, moi, je suis vraiment exactement la même sur mes commentaires LinkedIn que dans ma vie perso. En fait, c'est un truc très américain. On est heureux d'être là. On sait la chance qu'on a. Moi, tous les jours, je me dis, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, il y a des gens qui sont sous les bombes, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont décédés. Enfin, désolé, je ne veux pas vous filer le cafard, mais en fait, moi aujourd'hui, la vie, j'ai pas le temps.
j'ai pas le temps de faire la gueule, j'ai pas le temps de me culpabiliser parce que tel truc a pas marché, j'ai pas le temps de m'inventer des problèmes parce que je suis pas aussi bonne qu'un tel et j'ai moins de followers que truc. Moi, je croque la vie à pleines dents. Et ça, aux États-Unis, allez-y, mettez les pieds à New York pour voir que les gens, ils ont qu'une envie, c'est se défoncer, faire du bien à leurs proches. C'est des kiffeurs, quoi. Et tu vois, quand je sors à Paris, j'ai l'impression que les gens, ils se regardent beaucoup, ils sont vachement dans le jugement et ils donnent des conseils. Tu vois, voilà, ah mais tu fais ça, mais t'as vu que truc, ah mais tu fais une deuxième activité, mais ça marche bien la première. Bah ouais, mais arrêtez de vous inquiéter. Tout va, enfin, faites vos trucs, tu vois. C'est les États-Unis, c'est une onde de. Quand tu es entrepreneur, c'est un décomplexoire par rapport à Paris où tout le monde se regarde et où tu te dis mais il faut que j'arrive, il faut que je montre un peu la patte blanche. T'as fait quelle école, t'es dans quel incubateur, t'as levé combien d'argent. Relax quoi. Hmm. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre qui t'a inspiré, marqué? Plein, moi je consomme tellement de contenu. Qu'est-ce qui me plaît En ce moment, je suis à fond sur les TED. Moi, je regarde, j'ai l'application TED et j'en mate, je sais pas, peut-être 4-5 par jour. Je suis fan de ce. Mais tu vois, tu vas dire, c'est encore un truc à l'américaine. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que c'est du contenu actionnable. En fait, tu sors d'un épisode de 10 minutes et t'as changé. Et c'est pas ce truc de genre, oui, il faut investir super bien son temps, hein, c'est pas ça. Mais je me dis, waouh, en fait, aujourd'hui, si tu mets ton temps, au lieu de regarder les bêtises sur Instagram des nanas qui vendent l'eau de leur bain ou je sais pas quoi, moi j'ai des amis, ils m'envoient des trucs, je leur dis, mais pourquoi tu regardes ça? Ça donne pas envie d'exister, ça donne pas envie dans la vie de faire des choses bien, c'est pas inspirationnel. Et tu vois, à côté de ça, mais je dévore. Il y a des bouquins en ce moment, je suis en train de lire The Game. C'est un mec qui raconte comment il a créé une espèce de secte de la séduction. C'est hyper intéressant parce que tous ces gens qui créent des communautés, c'est toujours les mêmes recettes. C'est tes premiers ambassadeurs, comment est-ce que tu comprends, en fait, comment est-ce que tu audites et que tu comprends qu'en fonction de tel besoin, tu vas pouvoir le transformer en produit. Comment est-ce que ton produit, tu le transformes en offre. Tu vois, tu peux, en fait, dès que tu lis même un contenu qui est pas business, tu vois à quel point c'est les logiques qui sont toujours un petit peu les mêmes. Et puis, bah, j'écoute beaucoup de podcasts. Je peux pas, j'ai business avec Aline Bartoli, j'adore. Quand je participe à des podcasts, bah, j'écoute les épisodes d'avant. Donc, ça fait que j'en écoute toujours 2-3. Voilà. Je vais pousser aussi des podcasts qui sont pas dans mon domaine, mais et je sais que s'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, ah, moi, je viens de me lancer dans le podcast, bah, je vais écouter. Donc, voilà, parfois je sors complètement de ma zone. Il y a un podcast par exemple que j'adore qui est pas du tout dans ma zone, c'est Change ma vie avec Clotilde Dussolier. Cette nana, c'est un rayon de soleil, elle a du soleil et de l'amour dans la voix. Tu vois, c'est des épisodes de 10 minutes. Bah, parfois j'écoute ça. Donc tu vois, voilà, Serendipity. Tu vois, j'aime bien le côté sérendipité, je me balade. C'est beau comme mot. C'est beau, je vais retenir celui-ci. J'ai une dernière question pour toi. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Franchement, moi, je réponds partout. C'est hyper important pour moi de répondre. Alors, par contre, quand on m'envoie des messages pour refaire des stratégies marketing, non, je ne peux vraiment pas. Allez voir vos sites internet, partagez votre annonce de recrutement sur LinkedIn. Donc voilà. Donc la partie, je ne peux pas être un panneau publicitaire, même si j'aimerais beaucoup, ou passer mon temps en fait à monter des strates marketing. Par contre, comme je vous dis, envoyez-moi vos questions. À partir du moment où vous posez une question sur votre business, bah, peut-être que j'aurais créé un contenu sur le sujet, j'aurais lu un truc marrant dessus, j'aurais une room Clubhouse sur laquelle vous inviter parce que comme je vous dis, 1 heure par semaine, on aide des entrepreneurs en live. Donc voilà, non. Contactez-moi, ça me fait hyper plaisir d'avoir des retours aussi sur ce que je fais. Le podcast, c'est un média froid. Avec Aymeric, on appuie sur un bouton et puis bah nous, on est tous les deux dans nos chambres là, on raconte notre vie, on ne sait pas. Est-ce que ça va inspirer des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord? Est-ce qu'on a dit des choses qui font pas forcément écho? Envoyez-nous des retours, c'est hyper important parce que le podcast, c'est froid et ça nous permet de nous améliorer, de comprendre les choses qu'on a bien fait, moins bien fait. Donc voilà, vous pouvez m'écrire partout et vous pouvez m'écrire pour n'importe quoi. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Et bah franchement, Caroline, un grand merci pour ton temps et pour tous tes conseils.
et pour ton partage qui était encore une fois d'une grande qualité. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Aymeric. Et merci à tous pour votre écoute. Et du coup, ton podcast, il est sur toutes les plateformes, n'est-ce pas? Exactement, partout. Donc maintenant, les auditeurs sont obligés d'aller te laisser un petit avis sur Apple Podcast parce que ça aide vraiment les podcasteurs. Donc allez-y, mettez un avis. Moi d'ailleurs, je vais aller t'en mettre un juste après. Mais du coup, voilà, faites-le, encouragez les podcasteurs. C'est tellement important de sentir un peu de vibe quand on fait du podcast. Voilà, mon Aymeric, moi je te laisserai une petite review et j'espère que cet épisode donnera envie à des auditeurs de t'en laisser d'autres. Merci beaucoup Caroline, à très bientôt. Salut à tous, ciao! Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.